Nous sommes ici pour vous parler de la dernière expérience, la dernière création que nous avons produite, qui s'appelle Un soir avec les impressionnistes Paris 1874. Je suis Agnès Garodel, je suis la directrice de Gédéon Expérience. Agnès Abastado, je suis chef du service du développement numérique au musée d'Orsay et de l'Orangerie. Bonjour à tous, je suis Emmanuel Guerriero, président et cofondateur de la société Excurio. Merci d'être venus nombreux nous écouter. Donc, Un soir avec les impressionnistes, c'est une expérience, une expédition en réalité virtuelle que nous avons coproduit, les trois entités, Gédéon Expérience, Excurio et le musée d'Orsay, et qui s'est déroulé au musée d'Orsay de fin mars dernier à août dernier. C'est une co-création, donc c'est vraiment un travail que nous avons mené ensemble et qui était une expérience d'une heure, une heure de visite, et qui était quelque part le pendant numérique d'une exposition Beaux-Arts sur les impressionnistes qui s'est déroulée au musée d'Orsay simultanément. Ici, je vous laisse découvrir la bande-annonce pour comprendre le format qu'on vous expliquera. Notre proposition, le concept était de proposer une plongée dans le temps. Notre proposition était de vous faire revivre un moment de l'histoire de l'art, un moment de l'histoire de l'art important, le 15 avril 1874, à l'occasion de l'inauguration de la première exposition impressionniste. Donc vous l'avez compris, l'histoire de cette proposition, c'est vraiment de partir dans le passé. Vous êtes des voyageurs du temps et sur une durée de 45 minutes, en fait, vous allez revivre ce moment qui était vraiment un moment disruptif pour les peintres de l'époque. Pour tous les peintres, c'est quelque part le début du mouvement impressionniste que nous racontons au travers de cette expérience. C'est un travail de collaboration qui a demandé en fait beaucoup un long travail de production. Pour vous expliquer, en fait, ce qui est important pour nous, c'est de toujours raconter une histoire et de savoir comment on raconte une histoire. Le moment historique que nous avons raconté, ce qui était vraiment important pour nous, c'était d'être dans la réalité historique et la réalité scientifique de ce moment. Gédéon Expérience, à la base, c'est un producteur de documentaires et nous sommes des créateurs et des producteurs d'expériences immersives depuis maintenant 5 ans. Et à chaque fois que nous pensons un sujet, ce qui est important pour nous, c'est à la fois de se dire sous quel format nous allons raconter. Il se trouve que le moment impressionniste que nous voulions partager, nous en faisions un documentaire et nous voulions également créer une expérience immersive. Et à chaque fois, nous nous demandons quel est le meilleur support. Et là, nous avons imaginé et pensé que c'était quelque part un moment en réalité virtuelle qui serait le plus approprié pour plonger en immersion le visiteur. Donc ce que nous avons fait, c'est d'abord, nous avons mené un travail d'enquête important pendant 2 ans, qui allait nous permettre de vérifier la véracité, qui allait nous permettre surtout de voir si nous étions capables de raconter cette histoire dans la véracité historique, avant de proposer au musée d'Orsay et à la société Excurio de développer ce projet avec nous. Donc, en fait, nous avions plusieurs enjeux. Il fallait d'une part recréer l'atelier de Nadar, qui était le photographe qui avait accueilli cette première exposition impressionniste, et puis de retrouver aussi toutes les possibilités, l'accrochage en fait des œuvres qui avaient complètement disparu, dont nous n'avions aucune trace, et qu'il fallait également retrouver pour pouvoir faire cette proposition.
Et puis la troisième chose qu'il fallait raconter, c'était qu'il fallait recréer, c'était l'environnement de l'époque, donc le Paris de l'époque, pour pouvoir proposer cette expérience. Donc c'est un travail historique que nous avons fait en recherchant dans les archives de l'époque, les correspondances des peintres, les archives également au cadastre. Et puis, une fois que nous avons vu que ce projet était possible et qu'une première modélisation de l'espace était possible, eh bien, nous nous sommes attachés à se dire quelle histoire nous allons raconter. Et c'est comme ça qu'on passe d'un environnement historique à une expérience en réalité virtuelle, où là, nous avons décidé évidemment d'avoir un scénario beaucoup plus large qu'uniquement la visite de l'exposition impressionniste, mais de vous faire rencontrer les peintres, de vous emmener sur les territoires qui ont permis de peindre ces œuvres impressionnistes. Donc, en effet, pour continuer sur le contexte, nous nous sommes rencontrés avec Agnès et donc Gédéon qui travaillaient depuis 2 ans sur une reconstitution historique. Nous étions nous aussi en contact avec le musée d'Orsay, mais il y a quand même eu une sorte d'alignement des étoiles pour coller à un événement du musée, au sein du musée qui est cette expo historique. Aussi la disponibilité d'un lieu très grand dans le musée, donc qui soit dans les murs et qui fasse partie de cette double exposition, à la fois les tableaux dans une exposition qu'on a appelée Beaux-Arts et le pendant en réalité virtuelle qui permettait d'entrer réellement dans le contexte. Donc Agnès avait travaillé avec son équipe depuis plus de 2 ans et est arrivée la question de comment mettre ça en histoire avec un cahier des charges qui est très précis, il faut revivre cette première soirée historique, ce lancement, cette première exposition impressionniste à Paris. Il y a plein d'éléments, plein de choses qui s'y sont passées. Il y a eu des rencontres marquantes, il y a eu évidemment des critiques qui sont venues, qui ont critiqué ça de manière assez difficile. Finalement, c'est une exposition qui est passée un petit peu en dessous des radars, c'est que plus tard, quoi. Le contexte, le succès aux États-Unis notamment, a remis un éclairage sur cette exposition. Et donc, il fallait rendre cette ampleur historique, finalement, dans une soirée qui peut paraître un petit peu classique, avec des gens qui se rendent compte, qui discutent entre eux, qui sont d'accord ou pas. Donc, il y a eu tout un travail d'écriture qui a, en gros, duré pendant tout l'été. Et il fallait qu'on arrive ensemble à la rentrée un scénario, parce que le temps de production était extrêmement court. On était tous très motivés, les étoiles s'alignaient, mais on a eu à peu près 6 mois pour faire un projet sur lequel habituellement on met 2 ans, on va dire. Donc heureusement, on avait un point de départ très précis, des personnages forts et une base sur la reconstitution de l'atelier Nadar. Ensuite, il a fallu étendre ça aux rues environnantes et sortir de l'atelier, amener des environnements extérieurs pour amener... Les impressionnistes sont des peintres de la lumière, de l'extérieur, qui ont utilisé la possibilité de mettre de la peinture dans des tubes, et du coup de sortir. Donc il était évident qu'il fallait qu'on montre cette peinture sur site à l'extérieur. Donc il a fallu faire ce difficile choix d'identifier des scènes précisément. Et l'autre point qu'on voit là, c'est l'aspect humain. Ce sont des humains au cœur de cette histoire, et les interactions entre eux sont très importantes. Nous, on a créé un format qui s'appelle les expéditions immersives. Et ce format nous permet de déambuler pendant 45 minutes dans un environnement, dans une histoire. On a commencé avec la pyramide de Khéops. Donc c'est une visite où le bâtiment, enfin le monument prend toute l'ampleur. Et là, on est vraiment centré autour des personnages qu'on rencontre. Donc on sortait un peu de notre zone de confort. Il fallait déjà une reconstitution historique des peintres. Ça ne correspond pas forcément à l'image qu'on en a, l'image mentale, parce que c'est assez tôt pour certains, donc ils sont moins vieux que ce qu'on imagine pour Monet, etc. Et donc il fallait les représenter tels qu'ils étaient à l'époque. Parfois, les références sont un peu incomplètes, il faut faire entre quelques photos des œuvres, donc il y a eu beaucoup de travail avec les commissaires d'exposition, et ça passe par une première phase de dessin, de key art, et après des premières modélisations 3D. Et là, c'est
il faut mettre le casque, tester un petit peu le vis-à-vis, se rendre compte, c'est là où le travail des commissaires était très intéressant. Si on rend un personnage un peu trop austère ou que ça ne correspond pas à ce qu'on connaît de ces personnages. Donc, on a beaucoup itéré jusqu'à obtenir ces modélisations et après qui sont incarnées par des acteurs. Sur les environnements, on a très vite fait ce qu'on appelle des key art. Ce sont des visuels clés des grandes scènes qu'on veut voir. Les expéditions immersives, c'est une aventure qu'on vit en groupe et on déambule, on marche. Donc c'est vraiment le point qui fait que c'est très inclusif parce qu'il n'y a pas de manette à tenir et quand on suit le guide ou qu'on visite un lieu, on se déplace à l'intérieur de ce lieu. D'où l'importance d'avoir beaucoup de mètres carrés au sein du musée d'Orsay et pas un petit espace où on est dans des box de 10 mètres carrés. Donc là, on avait près de 500 mètres carrés de déambulation, ce qui est exceptionnel en plus au sein du musée. Et donc ces environnements que vous voyez, il faut que ça donne envie dès cette phase de visuel dessiné. Et donc ça permet d'identifier un petit peu les scènes fortes. Donc l'impressionnisme, c'est aussi les machines, le modernisme des trains qui arrivent et qui permettent de desservir des régions autour de Paris qui deviennent du coup beaucoup plus accessibles, y compris aux peintres, qui étaient assez fascinés par cette arrivée qui a chamboulé les habitudes. Et puis il y a des scènes beaucoup plus solitaires, évidemment. Donc il y avait un équilibre à créer, le côté guinguette, parce que dès le début aussi, on avait dans l'ADN du projet de l'exporter dans le monde. On va en parler après, mais il fallait vraiment parler d'un contexte, d'une époque, et bien représenter cette transition entre deux époques. Là, on voit les premiers visuels 3D. Ces visuels 3D ont été le fruit de beaucoup d'itérations avec les commissaires d'exposition. C'est passionnant à faire, c'est un peu stressant parce que même des choses qui paraissent validées, en fait, on se rend compte que les commissaires d'exposition avaient une connaissance extraordinaire, notamment là sur cette scène. On a dû refaire les chaises du Café de la Paix parce qu'on nous a dit qu'elles ne correspondaient pas à celles de l'époque. On ne s'attendait pas à ce niveau d'implication, de précision. Et donc, en fait, on a pu mettre beaucoup de détails historiques qui sont vraiment très précis. Donc là, on a pu rendre une scène vivante que l'on connaît à travers un tableau. Là aussi, beaucoup de recherches historiques, même si on a un peu condensé la scène et qu'on a intégré des dialogues qui n'ont pas forcément été dits dans ce contexte précisément, mais qui ont bien été prononcés entre les bonnes personnes. Voilà une scène dans la gare. Et une autre scène qui était clé, qui montrait un petit peu l'opposition par rapport au classicisme de l'époque, et donc cet empilement de tableaux dans le Palais de l'Industrie, et qui est une scène qu'on avait tous envie de voir, de revoir ce Palais de l'Industrie reconstitué avec ces tableaux jusqu'au plafond, cet éclairage assez sombre, mais au final, on l'a presque trop bien réussi. On se rend compte qu'il y a un côté spectaculaire quand même dans cet environnement, mais il fallait montrer l'opposition et faire comprendre en quoi cette première exposition était clé et différente. Donc voilà, c'est tout un équilibre entre de l'émotion, de la narration, suivre les personnages, comprendre un contexte. Et nous, l'ambition, après, c'est vraiment de l'amener dans un format qui va voyager, sortir des murs du musée. Le but de ce partenariat, c'est aussi de signer avec une des plus grandes institutions culturelles, de montrer que ce travail de collaboration sans compromis sur la qualité est possible et qu'on peut amener ce type de contenu dans des contextes nouveaux jusqu'à des lieux qui s'apparentent à des centres commerciaux, des lieux plus commerciaux dans lesquels on s'attend moins à voir des projets de cette ampleur d'un point de vue culturel. Et nous, c'était aussi l'occasion de sortir de notre zone de confort et d'aller vers des contenus plus pointus. Ah oui, pardon. Et donc, vous l'aurez compris, donc nous, Musée d'Orsay, en 2024, c'était une année un peu particulière. On fêtait les 150 ans de l'impressionnisme, donc cette exposition de 1874. On avait une proposition en fait déjà très riche où on a prêté des œuvres à travers toute la France. On avait une grande exposition Beaux-Arts au musée qui retraçait l'histoire de cette exposition de 1874 et le mouvement impressionniste. Et ce projet VR, finalement, était vraiment
un magnifique complément à toute cette opération. Parce que quoi de mieux finalement que la réalité virtuelle pour se replonger dans une époque et pour vivre une aventure humaine, puisque l'impressionnisme, c'est avant tout une aventure humaine. Et donc, comme disait Emmanuel, ça a été aussi un vrai challenge de presque du théâtre immersif, de faire vivre aux visiteurs ces relations qu'avaient en fait les artistes entre eux, comment le mouvement est né, les questions qui se sont posées, comment l'exposition a pu se faire. Et l'expérience en VR, elle permet vraiment ça. C'est d'autant plus vrai que c'est une VR collective, on l'a dit. Donc en fait, c'est une expérience qu'on fait comme quand on va au musée, puisque la plupart de nos visiteurs au musée en fait viennent à 2, 3, 4. Et là, c'est une expérience qu'on peut faire dans ce format-là. Et pour nous, c'était aussi important vis-à-vis de nos visiteurs de leur proposer une expérience un peu comme au musée, mais très originale, différente, narrative, expérientielle, divertissante, tout en ayant une exactitude scientifique très forte. Il y avait ce travail préliminaire qu'avait fait Gédéon, extrêmement poussé déjà sur toute la partie atelier Nadar et histoire et personnages, qui a été amplifié ensuite avec tout le travail de nos commissaires, donc Anne Robbins et Sylvie Patry, les 2 commissaires de l'exposition Beaux-Arts, qui sont intervenus sur la VR, comme on disait, donc sur le scénario, mais aussi jusqu'au détail de la forme des chaises, de la forme des chaussures et des chapeaux, du visage des personnages. Donc voilà, un vrai travail collaboratif. Nous, on était ravis de travailler avec ces 2 super studios français, avec chacun leur apport, et on a tous apporté finalement une vraie expertise. D'un côté, la capacité de faire de la narration VR, la capacité d'aller chercher de la documentation historique, et puis la capacité pour nous d'apporter un contenu scientifique. Au-delà, évidemment, donc, du coup, de la production du contenu, on était ravis de pouvoir faire en fait la première de cette VR, puisqu'elle va évidemment tourner, c'est ce qu'on disait, et puis on l'expliquera un peu après, mais que la première expérience, elle soit présentée au musée d'Orsay, dans nos salles, donc en même temps que l'exposition Beaux-Arts, et ça s'est prolongé ensuite quelques semaines, dans un espace qui faisait plus de 650 mètres carrés. Et on a eu 117 jours d'exploitation. Sur ces 117 jours d'exploitation, on avait, donc, faut voir que c'est une expérience qui dure à peu près 1 heure, et on pouvait avoir 90 personnes avec un casque en même temps dans l'espace. Ce qui fait que, alors, on a fait une jauge moyenne qui dépasse la jauge, puisqu'en fait, on a été à 104% de la jauge, c'est-à-dire qu'on a réussi à être au-delà de ce qu'on avait estimé comme jauge, en tout cas en termes de billetterie. On pouvait vendre un peu plus de billets directement sur place, et quand il y avait de la place dans l'espace VR, en fait, on continuait à faire rentrer un petit peu des gens. Et résultat, sur ces 117 jours, on a réussi à avoir 80 000 visiteurs, ce qui est alors vraiment un chiffre dont on est hyper fiers. On est très heureux d'avoir pu proposer cette expérience à 80 000 visiteurs dans le musée d'Orsay. Donc là, vous voyez un tout petit peu, il y avait un pré-show et un post-show qui permettait, donc pré-show qui permettait d'introduire et un post-show qui permettait de conclure. Et puis vous voyez à droite cette salle de 650 mètres carrés avec un design très contemporain et qui en fait qui a un objectif technique de repérage. Évidemment, les visiteurs ne voient pas du tout ces tags. Eux, ils sont plongés dans l'univers des images que vous avez vues tout à l'heure. On a un peu dit, c'était une production multiformat, c'est-à-dire que les images qui ont été réalisées, notamment de l'atelier Nadar, ont aussi servi au docu-fiction qui a été diffusé sur Arte en prime time et qui a eu 3 millions de spectateurs. Donc l'exposition Beaux-Arts au musée d'Orsay qui est ensuite partie à Washington, et la VR. Et parallèlement, nous, on avait profité globalement de cet anniversaire des 150 ans pour mettre effectivement l'accent sur ces collections impressionnistes qui sont le fleuron du musée d'Orsay. Et on avait produit aussi des podcasts jeunesse, un MOOC qui permet aussi de lier à un cycle de conférences sur l'impressionnisme. Enfin voilà, plein de contenus en fait. Globalement, c'était une expérience très multiformat et qui s'adressait à tous les publics. On a mené une étude des visiteurs, une étude des publics sur cette expérience avec des retours extrêmement chouettes, enfin, dont on est tous très très fiers, notamment le taux de satisfaction qui est de 98%. Donc ça veut dire que les gens qui ont testé cette expérience, à 98%, étaient satisfaits ou très satisfaits de l'expérience. Honnêtement, je connais
pas une exposition ou un dispositif de médiation qui obtient des tels taux. Donc, voilà, c'est vraiment les gens ont apprécié cette expérience, ont aimé la faire. Il la recommandait à 80%. 90% souhaitaient renouveler l'expérience, c'est-à-dire que non seulement ils trouvaient que le musée d'Orsay était un lieu légitime pour proposer ce type d'expérience, mais en plus ils avaient envie d'en refaire, que ce soit dans nos murs ou à l'extérieur. On avait donc, comme je disais, des gens qui visitaient plutôt vraiment comme ils visitent le musée. Donc beaucoup de gens qui visitaient à 2, 3. Donc plutôt 80% réalisaient cette expérience à plusieurs. D'où l'important du format, qui est un format effectivement pas individuel au casque, mais un format collectif. Une moyenne d'âge de 47 ans. Alors là, ça peut surprendre, mais finalement, en fait, on l'a vu dans notre étude des publics. Alors, il y a eu des jeunes primo-visiteurs, mais ce n'a pas été la majorité. La majorité des visiteurs qui sont venus faire cette expérience sont en fait, en tout cas au musée, nos publics traditionnels et qui étaient ravis de découvrir une offre justement narrative, innovante, différente. Venir tester de la VR au musée d'Orsay, je crois que c'était vraiment une très belle offre qu'on pouvait faire à nos publics, puisque finalement, c'est une manière de tester ces nouvelles technologies dans un cadre sûr et avec un contenu dont ils savent qu'il y a une vraie qualité derrière, à la fois scientifique, narrative, etc. Un visiteur sur 2 testait la VR pour la première fois. Et quand même, 90% des visiteurs venaient au musée ce jour-là pour faire cette expérience. Alors, une des raisons de ce chiffre aussi, c'est qu'on recommandait quand même la billetterie en amont. On recommandait aux visiteurs de prendre leur billet à l'avance parce que la jauge reste quand même petite par rapport aux expos traditionnels. Mais néanmoins, on a quand même vu que ça a fait un vrai attrait pour le musée. Et on a vu aussi, enfin, on a remarqué que souvent les visiteurs étaient encore plus émerveillés quand ils commençaient par l'expérience en réalité virtuelle et qu'ils prolongeaient par l'exposition Beaux-Arts. Oui, tout à fait. Ça, c'était aussi un feedback qu'on avait eu des précédentes expériences en réalité virtuelle qu'on avait fait au musée d'Orsay et au musée de l'Orangerie, qui était que souvent les visiteurs, quand ils ont vu l'expérience en réalité virtuelle, ils n'ont qu'une envie après, c'est de retourner voir les œuvres en vrai. Donc ça, c'est une vraie envie d'aller au musée, de voir ces œuvres. D'où l'importance de commencer par la VR et ensuite aller faire l'expérience Beaux-Arts classique, soit monter au 5e, voir les œuvres impressionnistes qui sont dans le musée, soit quand ça sera en diffusion, on espère aller dans les musées locaux, puisqu'en fait, l'avantage de la collection impressionnisme et un des sujets qui nous a aussi tous plu sur ce projet-là, c'est que des peintures impressionnistes, finalement, il y en a dans beaucoup de musées dans le monde et que du coup, cette expérience, elle peut voyager parce que les visiteurs peuvent aussi retrouver de l'impressionnisme près de chez eux. Et c'est une manière finalement pour le musée de vraiment diffuser à la fois ses connaissances scientifiques et ses collections, mais aussi de faire rayonner tout ce mouvement et cette connaissance qu'a le musée d'Orsay. C'était aussi la première fois qu'on avait un musée qui prenait le pari d'avoir ce pendant numérique à une exposition Beaux-Arts en y accordant autant d'ampleur. Alors on n'était pas sur une expérience VR en fin d'exposition Beaux-Arts, mais c'était vraiment une proposition qui pouvait durer autant que la visite de l'exposition traditionnelle. Ça, c'est nouveau aussi. Donc maintenant, l'ambition est de partir à l'international, enfin de prolonger toutes les exploitations donc après cette belle inauguration au musée d'Orsay. Donc aujourd'hui, l'expérience, on peut déjà la retrouver en France. Alors d'une part, dans une salle dédiée aux expéditions immersives à Bercy Village, dans le réseau Eclipso, qui a aussi emmené dès maintenant l'expérience en province, notamment à Bordeaux et à Lyon. Donc elle est aujourd'hui encore accessible. Et puis, nous sommes déjà dans le monde. Tu veux parler de quelque chose ? Donc l'ambition de ce réseau, c'est de sortir d'un modèle économique qui est assez difficile à tenir pour des projets ambitieux une exposition de quelques semaines, quelques mois, et puis on tourne la page. Là, c'est un lancement. On considère le musée d'Orsay comme la meilleure vitrine pour un lancement. Et ensuite, une exploitation sur des durées assez longues dans ce réseau. L'Horizon de Khéops a été lancé maintenant il y a plusieurs années, et on pense que c'est des contenus qui ont des durées de vie de minimum 3 ans et probablement 5 ans. On continue à faire des jauges très très bonnes sur l'Horizon de Khéops. D'ailleurs, les nouveaux contenus ont du mal à remplacer et on atteint souvent des jauges 50-50 parce que dans un lieu, on peut avoir plusieurs contenus différents grâce à notre technologie. Notre approche, c'est de faire la plus grande salle possible
Et cette salle, c'est un peu la salle 1 du cinéma. C'est dans cette salle que tous les contenus sont diffusés. Donc, petit à petit, les nouveaux contenus arrivent, mais ne balayent pas forcément les anciens contenus. Ce qui fait que cette offre culturelle s'enrichit. Et un petit peu comme sur Netflix, on arrive, on choisit le contenu qu'on veut voir. Donc là, actuellement, on va arriver à la fin de l'année à une vingtaine de salles qui sont ouvertes dans le monde entier, ce qui nous permet aussi de jauger, de tester un peu l'attrait à ce type de format dans le monde entier. Et ce réseau de salles a l'ambition de doubler. Nous avons l'ambition d'en ouvrir 20 supplémentaires l'année prochaine. Donc évidemment, le nombre de visiteurs augmente et du coup, l'ambition qu'on peut mettre dans les projets, parce que là, c'était un projet très, très ambitieux, ce sont de nombreuses personnes qui ont travaillé dessus, ça permet d'être rentabilisé, d'être sur un modèle économique qui ne dépend pas de la subvention pour fonctionner. Et j'ajouterais qu'en plus du réseau de salles développé par Emissive, nous avons aussi vocation à emmener ce contenu dans tous les musées, institutions culturelles qui aussi veulent ou ont des thématiques impressionnistes. Et c'est déjà ce que nous commençons dans certains lieux, notamment en Asie, où il y a des prochaines expositions impressionnistes à venir. On ouvre à Hong Kong au mois de janvier. Donc il y a le réseau qui est dédié aux salles VR, dédié à la VR avec multi-contenu. Et puis il y a aussi toutes les autres institutions culturelles muséales qui, elles, peuvent prendre le pari de suivre les traces du musée d'Orsay et d'accompagner une exposition impressionniste. Et vous l'aurez compris, pour nous, Musée d'Orsay, c'est fantastique parce qu'en fait, c'est vraiment une manière de faire rayonner nos collections et nos savoirs à travers le monde, à aller chercher des publics à des endroits où ils n'y attendent pas forcément, c'est-à-dire dans des salles plutôt VR qui peuvent être effectivement, comme on disait, dans des centres commerciaux, dans des zones un peu différentes des musées, mais également dans les musées. Et finalement, ce type de production est hyper intéressante dans vraiment... notre mission principale en tant que musée, qui est faire connaître nos collections, faire connaître les connaissances scientifiques. Ce qui est assez exceptionnel avec cette expérience, c'est qu'elle est vraiment à la pointe scientifiquement de ce que nous, les commissaires, savent de l'exposition de 1874. C'est aussi des années de recherche et de travail qui se passe par une narration qui finalement est divertissante et permet de passer toute cette information-là. C'est vraiment une narration très grand public, très accessible à tous. D'ailleurs, on a eu aussi beaucoup de jeunes publics, évidemment, qui adhèrent à ces nouveaux formats, mais avec une exigence de contenu et de narration forte. Il nous reste une quinzaine de minutes. Si vous avez des questions, c'est le moment. Bonjour à tous, merci beaucoup pour le talk, très intéressant. Quel a été le processus de digitalisation des œuvres ? Donc c'est une bonne question parce que c'était pas évident d'anticiper l'intérêt qu'il y aurait à déambuler dans cet espace. Donc on a représenté les différents étages, les deux principaux étages de l'atelier Nadar. On pouvait s'y déplacer à l'échelle 1 et se rapprocher des œuvres comme dans la vraie exposition. Et d'ailleurs, c'était un des enjeux principaux de reproduire l'affichage de l'époque. Donc on ne savait pas bien dire si on en retiendrait principalement les types d'œuvres et leurs emplacements ou si on allait passer du temps à les contempler, à s'approcher. Finalement, vu qu'on est à l'échelle 1, on a cette tentation de déambuler et ça marche assez bien. Du coup, on a voulu être assez ambitieux sur la qualité de reproduction des œuvres. Donc il existe des scans de très très bonne qualité qui sont déjà là. Et après, il fallait trouver comment bien reproduire l'éclairage de l'époque. C'est un éclairage au gaz. D'ailleurs, j'ai appris que le gaz a changé à cette époque-là. On a un gaz qui produit une lumière un peu plus froide, je crois, que ce qu'il y avait précédemment. Donc, on a reproduit vraiment cet éclairage. Et donc, ce sont des scans très haute définition qui sont dans ce contexte. Et après, c'était difficile pour nous de donner cet espace de déambulation, de respiration au niveau du timing, parce qu'on avait beaucoup de choses à raconter. Donc, on est quand même un peu poussé par le guide à avancer, à regarder les œuvres clés. Mais pour ceux qui le souhaitent, ils ont
le loisir d'explorer les lieux et de se rapprocher des œuvres qui les intéressent. On a aussi pris le parti dans la narration de faire un focus sur 5 œuvres majeures qu'un peintre commente. Et du coup, ça permet aussi de mettre en valeur quelques-uns des tableaux. C'est-à-dire qu'à la fois, on peut se promener dans l'espace d'exposition, mais on a ce qu'on a appelé, nous, des focus sur des œuvres et qui permettent un petit peu de mettre en valeur davantage un ou deux tableaux. Bonjour, merci beaucoup pour la présentation, super intéressante. Vous m'entendez? Ok. Un peu? Je parle plus fort. Ah oui, voilà. Si j'ai bien compris, l'exposition de Beaux-Arts ne fait pas le voyage avec l'exposition en VR. Donc, est-ce que l'objectif, c'est de faire venir et faire inciter les visiteurs de la Chine de venir ici à Paris, ou c'est censé de remplacer l'expérience de voir les œuvres en vrai Alors, non, pas nécessairement de faire venir les visiteurs de partout dans le monde au musée. En fait, alors, les visiteurs, quand ils viennent à Paris, et souvent on est un musée plutôt de primo-visiteurs en termes de voyage étranger. Donc, les gens qui viennent à Paris, généralement, visitent le musée d'Orsay. Donc c'est vrai que s'ils ont programmé un voyage, et je pense que s'ils ont fait l'expérience, ils auront envie de venir au musée d'Orsay, mais c'est pas forcément le but principal pour nous en tant que musée. Comme je le disais, notre ambition, elle est avant tout de faire rayonner nos collections et nos savoirs. Et l'avantage des collections impressionnistes, c'est que c'est des collections qu'on trouve dans beaucoup de musées à travers le monde. Donc l'idée n'est pas forcément de dire aux gens prenez un avion, venez au musée d'Orsay, visitez, mais plutôt découvrez le mouvement impressionniste et regardez autour de chez vous, il y a des musées qui ont ces œuvres-là. Enfin, très souvent, je veux dire, à peu près tous les grands musées dans le monde ont quelques peintures impressionnistes. C'est pour ça aussi qu'on traitait de vraiment plusieurs artistes et qu'on les mettait vraiment en avant. C'était parce que c'est aussi des œuvres qu'on peut retrouver dans plein de musées. Donc nous, notre ambition n'était pas forcément de faire venir les gens à la fin au musée d'Orsay. C'est pas forcément l'objectif principal. L'objectif principal est vraiment le rayonnement des collections et des savoirs. Et du coup, la connaissance autour de ce mouvement et de ces œuvres, dont nous, musée d'Orsay, on est on est vraiment la référence scientifique sur toute cette partie fin 19e et début du 19e siècle, et notamment le mouvement impressionnisme. Encore moi. Vous m'entendez? Non? Je vais parler plus fort. Oui, pardon. OK. Quelle est l'empreinte? Est-ce que vous mesurez l'empreinte de bilan carbone sur à chaque fois que vous jouez 1 heure de cette expérience, avec combien de casquettes par séance? Alors, excellente question, puisque oui, on est en train de finaliser un bilan carbone de cette expérience. On n'a pas encore les résultats parce que la phase de collecte est en train de se terminer. On a normalement le bilan qui nous est rendu la semaine prochaine. Le 4 décembre, si je ne dis pas du tout, c'est ça, c'est la semaine prochaine. Et oui, ça nous tenait à cœur, nous, en tant qu'institution aussi, de pouvoir mesurer le bilan carbone de cette expérience. C'est la première fois que ça va être fait sur un projet de cette envergure. On a utilisé l'outil CEPIR, qui est un outil qui a été développé dans le cadre de France 2030, qui est un outil libre de mesure du bilan carbone des expéditions, des LBE en VR. Et donc, on a réutilisé cet outil pour notre expérience et pour faire vraiment toute la mesure, aussi bien effectivement de l'impact visiteur, mais aussi de l'impact matériel, calcul, production et distribution. C'est vraiment quelque chose qu'on a intégré dans le projet. Et donc, on ne peut pas vous en dire grand-chose pour l'instant parce que c'est encore la phase de collecte, mais à partir de la semaine prochaine, on aura des résultats. Et effectivement, c'est des résultats qu'on partagera parce que ça fait partie aussi de nos missions de diffuser ce type d'informations. Bon. Après. Petite question. Ce concept a bien marché avec l'impressionnisme plus fort. C'est mieux comme ça? OK. Ce concept a bien marché avec l'impressionnisme, les festivités de cette année pour l'impressionnisme. Est-ce que vous trouvez que ça peut être possible de fonctionner pour les œuvres de notre époque aussi, ou de différents types d'art peut-être? Bien sûr, tout est toujours dans la façon de raconter des histoires.
Pour nous, ce qui est important, c'est un mode de narration qui est nouveau, qui est différent, qui s'appuie sur une technologie. Donc, les sujets peuvent être traités de cette façon, bien sûr. En fait, ce qui est assez surprenant, c'est que de se retrouver immergé à l'échelle 1 avec ses amis, de pouvoir se déplacer librement, en soi, c'est très ludique. Donc il y a une notion de divertissement qui est intrinsèque au projet. Même en ayant peu de scénarios, déjà, on rentre dedans, c'est ludique. Après, très vite, on peut s'ennuyer si on n'est pas amené par une histoire, et c'est là où on amène un niveau supplémentaire d'émotion. On est tenté de mettre trop d'informations dans les projets. Donc maintenant, on a appris à alléger, à essayer de développer. L'enjeu principal, c'est de développer un intérêt pour le sujet, quitte à le creuser par la suite. Parce qu'on peut être un petit peu parfait dans la quantité d'infos qu'on donne et être un petit peu trop dense. Donc l'idée, c'est justement de prendre des sujets qui ne sont pas forcément simples à communiquer avec d'autres médias. Là, ce n'est jamais qu'un vernissage d'une exposition. Et donc il y a le documentaire qui fait bien ce travail de mise en contexte. Et là, il faut le faire vivre. Donc je pense qu'on a déjà, avec ce sujet, démontré qu'on peut prendre des sujets assez pointus, les mettre dans le contexte. Et de là, oui, on espère qu'on pourra traiter beaucoup d'autres thèmes, y compris partager un état d'esprit, pourquoi pas d'un peintre, parce que l'œuvre, elle est irremplaçable. Et c'est tant mieux si on pousse les gens à aller voir les œuvres, les vraies œuvres, et d'aller dans les musées. Mais du coup, de le faire en ayant développé un contexte. C'est la même chose d'ailleurs sur la pyramide de Khéops. Elle est assez facile d'accès, même s'il y a la question de prendre l'avion pour y aller. Par contre, la plupart des visiteurs la visitent sans contexte. On a fait un autre projet sur Notre-Dame de Paris. Finalement, il y a ce côté un peu spectaculaire. Là, nous, on offre un petit peu ces éléments-là. Donc, c'est la force de le faire sans être assommant, ça reste ludique. Donc oui, tous les projets à venir sont très ambitieux sur les thèmes abordés. Oui. Bonjour, vous m'entendez? Oui. J'ai une petite question sur les casques de réalité virtuelle. On voit que c'est un marché très dynamique avec des lancements réguliers. Est-ce que les expériences immersives que vous développez sont visualisables sur tout type de casque ou c'est dédié à un casque de VR particulier? Alors, techniquement, ça n'est pas dédié à un casque particulier. Nous, mais on le déploie uniquement dans ces lieux qu'on ouvre. Parce que c'est une question d'énergie, de focus. On lance un format qui permet de vivre les choses en famille. On voit qu'on a beaucoup plus de personnes âgées que ce qu'on imaginait. À Montréal, on a des jauges, c'est un carton. On a même des maisons de retraite qui viennent visiter la pyramide de Khéops, bientôt l'expo impressionniste. Donc il y a même un enjeu d'accessibilité. C'est super de voir ça et on sait que sur les stores de réalité virtuelle, on va toucher un public qui est assez différent. Alors peut-être que ça aurait du succès, mais ce n'est pas notre énergie. Notre énergie, c'est amener vers une nouvelle audience. On a fait 1 million de visiteurs, on se dirige vers 1 million de visiteurs cette année. On va doubler ça l'année prochaine. Donc on commence à être sur des jauges qui touchent le grand public. Et l'idée, c'est la plupart des visiteurs ne savent même pas qu'ils vont faire de la réalité virtuelle. Ils viennent pour un sujet. Et d'ailleurs, on ne se markete pas comme un lieu dans lequel on vient faire de la VR. On vient découvrir un sujet. Et donc, c'est vraiment notre stratégie qu'on creuse. Et je pense que la réalité virtuelle à la maison, enfin moi, je n'ai pas de casque à la maison, donc ça reste une audience qui n'est pas prioritaire. Et dans les ambitions de rayonnement dont on parlait avec le musée d'Orsay, je pense qu'on atteint les cibles qu'on souhaite là, actuellement. Bonjour, déjà bravo parce que j'ai pu expérimenter l'expérience et c'était très chouette et très réussi, je trouvais. Je voulais savoir, parce que c'est 2 ans de recherche, beaucoup d'investissement, même financier, comment une expérience comme ça, vous la voyez vivre combien de temps? Parce qu'avec toutes les avancées, les technologies, ça peut très vite faire vieux, un peu. Donc là, par exemple, vous projetez de la faire vivre à peu près combien de temps? On est sur environ 5 ans. C'est une bonne moyenne. En tout cas, c'est important qu'après l'expérience en France, elle puisse rayonner à l'international. Et là, on ouvre à New York début décembre. On a l'Asie qui est programmée sur 2025. C'est vraiment important que son chemin continue à l'international. Et
Pardon, et peut-être préciser que oui, ça peut vieillir, mais en fait, ça peut aussi s'upgrader. Voilà, c'est quand même des technos et des histoires. Enfin, entre la première version qui est sortie le 26 mars et déjà celle qui était présentée le 11 août à la toute fin, il y avait déjà eu un certain nombre d'améliorations dans l'expérience. Et c'est un travail qui est continu, en fait, du côté d'Excurio, d'améliorer, d'upgrader, d'augmenter un peu la qualité en fonction des technologies et de ce que ça permet. Donc, c'est aussi une manière de faire vivre ces expériences plus longtemps. Oui, on a déjà du recul sur des contenus qui ont 4 ans. C'est l'enjeu de rentrer dans une histoire et en effet de ne pas focaliser sur le rendu graphique. Après, la VR progresse, mais ce n'est pas non plus effréné comme les smartphones. Les nouvelles générations, c'est plutôt tous les 2 ou 3 ans. Et un même contenu qu'on sortirait sur un casque beaucoup plus puissant, il y aurait très peu d'adaptations à faire. Ça se convertit assez facilement à des nouvelles plateformes. Donc tant mieux s'il y a des nouveaux matériels qui sont plus faciles à déployer, plus robustes, plus stables. Et après, on constate aussi qu'on a une bonne utilisation du matériel. C'est des durées de vie assez longues. Contrairement à un casque à la maison, c'est un casque qui est beaucoup utilisé, donc mieux rentabilisé d'un point de vue bilan carbone qu'un casque qu'on n'utilise qu'occasionnellement. Et voilà. Mais globalement, c'est l'expérience qui prévaut plutôt que la quantité de pixels. Pour rebondir un peu sur la question précédente, est-ce que vous avez une volonté de conservation de ces œuvres en tant que musée et comment en fait sur le long terme? Parce que ça prend de l'énergie dans des big data centers et puis aussi parce que la technologie évolue. Donc est-ce que, je ne sais pas, dans 10 ans on pourra encore la faire puisque ça a aussi une volonté scientifique? Alors, dans le musée, nous, c'était un espace temporaire. Qui a fermé le 11 août et qui ensuite a été dédié à d'autres expositions. Donc on n'a pas forcément vocation à représenter cette expérience dans le musée, mais plutôt de la faire vivre hors les murs. Et je pense que du coup, c'est plutôt... je passe la parole à Emmanuel. Bon, c'est une bonne question. C'est sûr qu'il y a un enjeu de conservation. Je pense quand même que là, l'idée, c'est de créer 2 contenus par année. C'est des contenus dans lesquels on investit beaucoup. Et on n'est pas dans une course effrénée à la production. Et en plus, c'est des contenus qui sont déployés dans de nombreux sites. Donc, non seulement on espère pouvoir les conserver dans la durée, ils sont tout à fait visibles d'ailleurs sur casque autonome. Voilà, c'est dégradé comme expérience parce qu'on n'a pas l'aspect déambulation. Mais donc, c'est assez facile, entre guillemets, à conserver. Ce qui est un peu plus difficile à reproduire, c'est le dispositif sur 800 mètres carrés qui est la vraie expérience à vivre. Et bon, notre pari, c'est de créer un réseau qui est un peu s'apparente à celui du cinéma au début, qui est amené à être pérenne sur des années et des années. Donc, on crée un écosystème, un modèle économique. Là, on est à l'année 2, on va commencer l'année 2. Voilà, pour l'instant, ça accroche bien, les lieux ouvrent. Voilà, on fait ce pari que de toute manière, ce sera un format à succès, qu'on pourra toujours voir ce contenu, peut-être même dans 10 ans. Je vais... Ah, excuse-moi. Moi, j'avais une petite question sur la production, peut-être plus pour Excurio. Pardon. Je ne sais pas si... sur la production. Au niveau de la composition de l'équipe, côté 3D artiste et tech artiste, comment était composée l'équipe et quel était le processus et le workflow de production, s'il vous plaît? L'équipe est assez proche de celle d'un jeu vidéo, finalement. Il y a en effet toute une équipe d'artistes 2D classiques qui va faire des visuels comme on les a vus au début. Ensuite, nous, on a internalisé tous les postes parce qu'on est assez stable dans nos productions. On sait qu'on a 2 productions par année, donc on fait une équipe par projet. Et donc on a l'ensemble des métiers du jeu vidéo, les graphistes, les animateurs. On a fait appel à des studios de mock-up qui sont des références du marché. Et l'équipe de design est clé, c'est très important. C'est avec elle qu'il y avait beaucoup d'itérations qui étaient faites. Le design, c'est l'itération avec le musée d'Orsay, avec Gédéon. Il faut tester les choses. Donc d'ailleurs, on a investi des lieux dans lesquels il y a un grand espace dans lequel on peut tester nos projets. En ça, c'est assez proche du jeu vidéo. Le test est très important. Mais voilà, aujourd'hui, on est 80 personnes.
Et il y a plus de 50 personnes sur la production. Donc ça commence à être des équipes assez importantes. Merci. Merci à tous. Merci.